Alors, donc aujourd'hui, je voulais parler du poids des facteurs environnementaux dans le développement des cardiopathies, qui est un sujet qui est intéressant particulièrement dans le domaine de la cardiologie congénitale. Donc, alors, on a eu une petite introduction tout à l'heure sur quelque chose d'intéressant, c'est qu'initialement, au moment où on a commencé à découvrir l'ADN, les mutations génomiques, etc., on était persuadé qu'on allait avoir une superbe corrélation, une mutation égale une maladie, et que dans le spectre des cardiopathies, on allait pouvoir trouver des bonnes associations. Ça n'a pas du tout fonctionné, et en fait, en cardiologie congénitale, il n'y a qu'à peu près 35% de patients chez qui on arrive à trouver une vraie origine, une vraie modification au niveau de l'ADN, qui explique ce qui est en train de se passer. Et donc, on a 65% de patients chez qui on n'a pas d'identification de mutation. Donc, forcément, c'est que la réponse est autre part. Donc, comme d'habitude, il faut revenir en cardiologie congénitale à l'embryologie. Et donc, il y a deux choses principales sur lesquelles il faut un petit peu s'appuyer. La première chose, c'est qu'en embryologie cardiaque, la morphogénèse cardiaque, c'est un événement qui est très précoce dans le développement. Donc on identifie des progéniteurs vers 2 semaines de vie et on doit avoir une structure qui est fonctionnelle avec un vrai battement cardiaque dès J45 de vie. Sinon, l'embryon ne peut pas continuer à se développer. Donc ça implique forcément qu'initialement, ces cellules-là, c'est des progéniteurs qui sont très peu différenciés, qui vont avoir besoin d'orientation, de signaux de leur environnement pour acquérir leur identité. La deuxième chose, c'est qu'en cardiologie, en embryologie, en morphogénèse cardiaque, on sait que c'est une structure qui est très complexe, qui a plusieurs axes d'asymétrie, qui va devoir avoir une régulation spatio-temporelle extrêmement précise pour avoir une structure qui fonctionne. Donc forcément, il faut que chaque cellule ait une interaction avec son environnement, avec les forces externes qui la régulent, pour avoir un bon alignement, une structure qui marche. Donc à partir de là, on en conclut que l'identité cellulaire en cardiologie, elle est forcément, en grande partie, elle s'appuie sur des stimuli externes. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ADN, stimuli externes? C'est avec le niveau de régulation additionnel qui est l'épigénétique. Donc il y a beaucoup de mécanismes qui vont réguler l'accessibilité de l'ADN. Depuis une même molécule, elle va exprimer un programme génétique différent. Donc il y a plusieurs façons de la réguler. Il y a l'accessibilité géométrique, on va dire, au sein du noyau des différentes zones d'ADN. La molécule peut être enroulée de façon plus ou moins serrée grâce aux modifications au niveau des histones. On peut mettre des groupements méthyl qui vont faire une activation ou une répression de certaines zones du génome, etc., etc. Donc tout ça, c'est tout autant d'étapes qui peuvent être affectées, dérégulées, et qui sont des sources de fragilité. Donc, quand on a dit tout ça, on peut s'intéresser aux facteurs de risque. Donc, pour un embryon, pour la morphogénèse cardiaque, c'est quoi l'environnement? C'est l'environnement intra-utérin. Et donc, par extension, il faut s'intéresser à la mère, au placenta et au fœtus. Donc la première chose, l'atteinte hémodynamique, la base en cardiologie congénitale, c'est qu'une structure va se développer selon le flux qui la traverse. Donc on pense à tout le spectre des obstacles du cœur gauche, mais aussi les développements valvulaires, etc., où c'est très important d'avoir un flux adéquat. Donc tout ce qui va affecter cet apport hémodynamique va résulter dans des anomalies de morphogénèse. Donc il y a plusieurs comorbidités maternelles, l'hypertension artérielle qui peuvent affecter ce flux. Il y a la prééclampsie, où il y a des défauts d'invasion placentaire et du coup une hypoperfusion du fœtus. Et puis on peut passer un peu de temps sur la gémellité, qui est un exemple intéressant, avec un risque qui est vraiment majoré. On a 6 fois plus de cardiopathie dans les grossesses, particulièrement les grossesses monocoriales. Et c'est par 2 types de mécanismes. Donc il y a les atteintes précoces. Quand on a une grossesse monocoriale, on a une partition de la masse embryonnaire vers J4, J5 de vie, où on a commencé déjà à acquérir une certaine polarité au niveau de cette masse embryonnaire. Donc on peut comprendre que quand on a une scission de la masse, on va avoir une répartition inégale des facteurs de latéralité. Ça peut expliquer la surincidence de toutes les cardiopathies qui se rapportent aux anomalies de latéralisation. La deuxième chose, on revient à l'hémodynamique. Donc on peut avoir des situations, et l'exemple extrême, c'est le syndrome transfuseur-transfusé, où on a tout un tas d'anomalies de vascularisation, on a des anastomoses qui se font au niveau placentaire, et on a un des fœtus qui va être hypoperfusé, et l'autre qui va recevoir trop d'apport. Et ça va résulter en des atteintes cardiologiques également. Donc ensuite, tout ce qui est perturbation biochimique, également de l'environnement intra-utérin. Donc une des choses importantes, un des mécanismes principaux de régulation épigénétique dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les patterns de méthylation. Pour avoir une méthylation qui se fait correctement, il faut qu'on ait des groupements méthyl disponibles. Et c'est quoi comme groupement méthyl qu'on a habituellement? Ça vient de l'acide folique principalement. Donc la biodisponibilité des folates, c'est la base de la base pour avoir une régulation épigénétique qui se fait correctement. Et donc ça peut être affecté par beaucoup de choses. Donc tout ce qui est carence maternelle en acide folique, ça peut résulter en des cardiopathies congénitales.
On va encore plus loin que ça, où on a trouvé une association entre des polymorphismes chez la maman dans les gènes qui sont impliqués dans le métabolisme de l'acide folique et l'incidence de cardiopathie congénitale. La deuxième chose, ça va être des pathologies maternelles qui vont venir affecter directement l'environnement intra-utérin. Tout ce qui est hyperglycémie, par exemple, dans le diabète, on sait que le diabète, ça va avoir une incidence importante, notamment si ça survient au moment de l'embryogénèse, au moment de la morphogénèse cardiaque. On sait via des mécanismes différents, notamment le stress oxydatif qui va agir au niveau des histones et qui va déréguler encore cette activation épigénétique. Maintenant, on peut parler facteurs de risque exogènes, donc tout ce qui va être exposition maternelle, tout ce qui va résulter en des altérations justement de ces mécanismes. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de composants tératogènes. Quand on reprend la littérature, il y a des milliers de papiers sur énormément de choses. On ira un peu plus en détail sur les topos suivants. Donc il y a tout ce qui est médicaments tératogènes, on a cité quelques-uns avec des associations bien connues, le lithium, l'acide valproïque, le thalidomide. On a tout ce qui est toxique maternel, consommation d'alcool, tabagisme maternel avec l'hypoxie cellulaire qui en résulte. Et on a les polluants, donc ça peut être polluant aérien, ça peut être polluant hydrique et ça peut être polluant alimentaire. On a une littérature très extensive sur énormément de composés. Et là se pose le problème en études épidémiologiques de faire l'association entre un polluant spécifique et l'impact que ça peut avoir, parce qu'il faut qu'on fasse des études géographiques et s'assurer de l'exposition véritable et du niveau d'exposition. Donc c'est très difficile à estimer, mais on a vraiment des situations où on a une exposition forte à un agent tératogène et ça se répercute avec une surincidence nette de cardiopathie. Donc, et un dernier point sur lequel je voulais m'attarder, ça va être tout ce qui va venir agresser directement la régulation épigénétique et notamment, c'est tout ce qui est technique de procréation médicalement assistée. Donc là, c'est une littérature qui commence à se développer récemment. On sait qu'il y a une majoration du risque de cardiopathie qui est assez important, qui est estimée à 40% sur les derniers papiers. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que plus l'artificialisation de la fécondation est importante, plus on va avoir un impact et une dérégulation épigénétique. Donc là, je vous ai sorti un exemple, c'est la méthylation du génome, qui sont des études qui sont assez faciles à faire pour avoir une idée un petit peu de ce niveau de dérégulation. Donc quand on compare un embryon qui n'a pas été conçu par fécondation in vitro versus un embryon conçu par fécondation in vitro, on a une dérégulation importante, et cette dérégulation, elle va être encore plus importante chez un embryon conçu par ICSI. Donc on a une association qui est linéaire, on va dire. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en cardiopédiatrie, comment est-ce qu'on peut aborder tout ça et pouvoir agir, parce qu'on se retrouve face à des facteurs de risque. Donc on a des facteurs de risque qui sont modifiables. Il y a tout ce qui est comorbidité maternelle dont je vous ai parlé, l'hypertension artérielle, le diabète. On peut espérer, en ayant une approche un peu plus agressive, en corrigeant ces facteurs de risque, avoir un impact positif. Il y a l'exposition aux toxiques maternelles, alcool, tabac. Pareil, on peut espérer avoir une action préventive si jamais on les prend suffisamment tôt. L'exposition aux médicaments tératogènes, on peut espérer également changer les traitements, adapter tout ça. Et puis il y a des choses qui ne vont pas être modifiables. Donc les facteurs de risque maternels et fétaux sur lesquels on ne va pas avoir d'impact, les polymorphismes maternels dont je vous parlais tout à l'heure, ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose. Les grossesses gémellaires, pareil, et tout ce qui est procréation médicalement assistée, on est conscient du risque, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose non plus. Ensuite, il y a un autre point qu'il faut garder en tête, c'est ce timing du hit épigénétique. Donc, en fait, le souci, c'est que la plupart du temps, comme c'est un événement qui est extrêmement précoce, la morphogénèse cardiaque, à partir du moment où on a détecté la grossesse, c'est déjà trop tard, parce qu'on a déjà eu un développement de la structure cardiaque, et à partir de là, on ne peut plus faire grand-chose. Et d'ailleurs, on pense probablement qu'il y a un gros pourcentage des fausses couches au premier trimestre qui sont dues à ces anomalies de développement cardiaque et sur lesquelles on n'a malheureusement rien pu faire. Donc, à partir de là, qu'est-ce que c'est notre rôle au niveau cardiopédiatrique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il y a deux axes intéressants sur lesquels on peut creuser un peu. C'est la prévention et le dépistage, forcément. Donc, identifier les populations à risque chez qui on pourrait cibler
Justement, là, on va avoir une action de dépistage principalement. Donc, l'exposition à des polluants, encore une fois, on peut penser faire des clusterings géographiques. Si on voit qu'il y a une surincidence dans une certaine zone géographique qui est affectée par des polluants exogènes, peut-être penser à avoir une présence un peu renforcée sur notre action de dépistage. Il y a tout ce qui est facteurs de risque maternaux, encore on a dit, les comorbidités, l'exposition aux tératogènes, etc. Et les facteurs de risque fétaux, qu'on a cités, les grossesses gémellaires, la PMA. Et ensuite, la deuxième chose intéressante, ça va être, est-ce qu'on peut avoir un effet préventif? Est-ce qu'on peut mettre en place des mesures protectrices? Alors, in vitro, ça a déjà été fait. Donc, quand on supplémente à forte dose en acide folique, on arrive à éviter le développement d'anomalies. Cette dérégulation, on peut rattraper les embryons qui ont été exposés à des tératogènes. Par exemple, ça a été fait dans le lithium. Et de la même façon, en donnant des fortes doses d'antioxydants, le glutathion notamment, on peut réverser le phénotype chez des embryons qui ont été exposés à l'alcool. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire in vivo finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose d'envisageable? Et du coup, je voulais terminer sur cette étude-là, qui a été faite par les Canadiens, qui ont regardé l'incidence des cardiopathies congénitales sévères avant et après 1999. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 1999? C'est qu'ils ont introduit une supplémentation systématique de la farine dans le pays en acide folique. Et on s'attendait à une hausse de la prévalence associée à la surincidence de comorbidité maternelle. Et finalement, avec cette action préventive-là, on a eu un impact qui était quand même assez séduisant. Donc à partir de là, on peut se dire que potentiellement, il y a des potentialités pour le futur en identifiant ces populations à risque et en mettant en place des stratégies de prévention, de supplémentation efficace, active, à forte dose. On pourrait espérer avoir un impact à cette période critique de la morphogénèse où on n'a pas encore détecté la grossesse, donc chez toute cette population de femmes qui sont en attente ou en parcours de procréation. Est-ce qu'on pourrait avoir un impact? Potentiellement, on pourrait avoir quelque chose à faire. Voilà, merci beaucoup.